Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence au Salon Shop, la première conférence centrée sur le commerce. Alors, le commerce physique, on avait entendu dire qu'il allait être mort avec l'e-commerce. Finalement, pas du tout. La boutique physique est toujours là et bien là. 84% des Français, même le plébiscite, selon l'Observatoire du commerce d'Avast 2024. Et tout ça pour dire que si le commerce physique est là, c'est parce qu'il fonctionne. Et c'est vrai qu'avec les coûts d'acquisition clients sur le numérique qui augmentent sans cesse, et également on a atteint un plafond de verre peut-être en ce moment avec l'e-commerce, finalement la boutique devient rentable, redevient un canal d'acquisition client rentable. Également, le client, quand il vient en magasin, il est plus fidèle, certainement, que quand il se rend sur le web. Je vais commencer juste par une petite citation avant de vous présenter les experts sur le plateau. Nous ne sommes pas dans le business du café, nous sommes dans le business de l'expérience client. Cette citation qui est très connue, c'est celle d'Howard Schultz, le fondateur de Starbucks. Et je me disais que c'était une bonne entrée en matière pour montrer que le commerce centré sur le produit avec une finalité purement transactionnelle est bien passé à un commerce centré sur l'expérience client. Le magasin devient donc un levier stratégique, un outil d'incarnation de la marque et aussi un territoire d'engagement. C'est ce que nous allons décrypter ensemble, ces fameuses nouvelles raisons d'être du retail. Alors pour nous en parler, à ma droite, Philippe de Marillac, président de MV Design, agence d'architecture, de design, de lieux, marque et d'expérience. Vous voyez, on en est déjà avec l'expérience. Je précise que cette agence est Bicorp, ce qui est rare, donc il faut le dire. Margot Lermite, à ma droite, directrice retail, expérience et architecte. Margot qui présente aussi un profil très international, donc qui va pouvoir nous donner des exemples de concepts étrangers. Voilà les deux designers du plateau. Ensuite, nous avons Jean-François Brunet, à ma droite, délégué général du Conseil du commerce de France. Alors, le Conseil du commerce de France regroupe 31 fédérations professionnelles, il va nous en parler, et c'est la personne qui va nous exposer les enjeux du commerce d'aujourd'hui. Et à ma gauche, Florian Delpierre. Alors Florian, c'est notre hôte, c'est le président du Salon Shop, donc c'est ma première question qui va lui être adressée. Florian, la baseline du salon, c'est façonner le retail de demain. Alors, comment est-ce que le salon que vous présidez va aider les visiteurs à appréhender cette nouvelle approche qui va forcément impacter la stratégie de marketing point de vente ? Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette ce nouveau salon, nouveau programme, on en parlait aussi. Il a changé avec un nouveau partenaire et comment on va pouvoir appréhender le point de vente de demain, c'est aussi celui d'aujourd'hui. On parle toujours du retail qui a des soucis, non. Vous avez sur ce salon l'ensemble, énormément d'experts du point de vente qui peuvent vous accompagner tout au long de votre parcours client. On parle toujours de shoppers, mais nous sommes tous les shoppers. Voilà. Donc c'est important, ne l'oublions pas. Donc vous allez pouvoir avoir l'ensemble des objets promotionnels, mais également toute la partie visibilité des marques en point de vente. Donc ravi de vous recevoir. Et alors, Brand a fusionné avec Shop. Ça aussi, ça participe en fait au sujet de l'expérience client. Oui, on avait envie de pouvoir réunir d'autres acteurs du point de vente, donc c'est Brand essentiellement sur la partie objet promo et autre chose, et Shop vraiment fournisseur et inspirateur de comment mettre en avant vos produits en point de vente, fabrication de publicité sur lieu de vente. Oui, c'est une belle fusion, voilà. Jean-François, vous êtes venu avec des images, alors je vais faire un petit geste pour savoir si on peut diffuser les images de la campagne. Je vous laisse nous les commenter. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de cette prise de parole. Donc, en effet, c'est une campagne de communication que nous avons lancée en décembre de l'année dernière pour rappeler que le commerce, c'est avant tout une histoire d'être humain. Donc, le slogan, c'était « Vos commerçants ont le cœur à l'ouvrage ». Vous les voyez sur l'écran, il y avait 6 visuels pour rappeler justement cette vérité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit un certain nombre de commerçants dans leur expérience de vente ou d'achat pour les clients
ils ont un grand sourire. C'est une expérience qu'ils essayent de faire vivre à leurs clients. Après, il ne faut pas s'y tromper. Le métier de commerçant a pas mal évolué. Et je vais vous donner une statistique, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais la FEVAD, qui est la Fédération de la vente à distance, a estimé qu'environ 53% des actes d'achat en magasin ont commencé sur Internet. Alors, l'inverse est vrai aussi un peu moins, c'est-à-dire que 25% des actes d'achat sur Internet ont commencé en magasin. Donc on voit bien qu'il y a une omnicanalité qui se développe. Et donc, de ce fait, le commerçant doit devenir un expert, puisque souvent le client arrive, il a fait des tas de recherches avant, il en connaît beaucoup plus sur le produit que le commerçant. Donc, il doit devenir un expert. Et donc, le métier a considérablement évolué. Comme vous le disiez en introduction, ce n'est pas simplement une transaction, mais ça doit être une expérience lorsqu'on vient en magasin. Alors, Margot, on va rentrer dans le sujet du design directement. Parmi les nouvelles raisons d'être, comme vient de l'expliquer Jean-François, il y a la proposition d'une expérience unique. Donc, ça veut dire expérience unique, personnalisation aussi. En effet, oui. C'est vrai que quand on travaille des concepts de marque, des concepts retail, on va s'attacher à écrire une programmation d'expérience qui passe par beaucoup de choses qui peuvent se passer sur un point de vente qu'on ne pourra pas créer sur du e-commerce. La personnalisation, c'en est une. C'est-à-dire pouvoir trouver créer un petit élément signature, un détail, un gimmick qu'on peut faire en boutique, en point de vente, devant soi, de voir sur un atelier, sur une customisation. Mais il y a plein d'autres expériences qu'on peut développer, qu'on développe en point de vente. On parle de découverte, de dégustation, de pédagogie. Ou de tout un tas d'événements qui peuvent s'organiser sur un point de vente. Et donc le point de vente se transforme vraiment de la vente à de l'expérience. Par exemple, on a travaillé pour Nike à Milan sur un nouveau concept de marque, de concept store qui s'appelle Here. Et l'ambition là était d'aller toucher des jeunes femmes, 22-26 ans. C'était un peu le brief de départ, parce que Nike a du mal à les cibler sur leur boutique, leur concept store classique. Et donc, on a créé ce concept store qui s'appelle Here. Donc, Nike n'est pas directement visible. Et on a créé toute une programmation après une analyse assez approfondie de la cible, de leur lifestyle, de leurs envies. Et donc, on a créé ce lieu qui est en résonance avec les réseaux sociaux, avec un écosystème digital qu'on a créé pour cette cible, pour la communauté. Et donc, on a créé une marque désirable avec des événements qui se passent en boutique, des DJ qui viennent certains soirs avec des petites soirées, des événements, de la customisation avec des partenariats avec des influenceurs et tout un tas de mises en abîme dans la boutique avec un catwalk digital, avec des réseaux sociaux sur lesquels on peut, en tant que consommateur, s'afficher un peu en boutique, se mettre en scène. Donc tout cet espace est vraiment dédié à passer du temps et à s'amuser et à découvrir la marque, mais au sein d'une communauté. Alors Philippe, je vous pose aussi la question sur la personnalisation. Est-ce que vous avez un exemple sur lequel vous avez travaillé? Je sais que oui, mais... Alors je vais répondre sur la personnalisation, puis après je redirai un mot sur l'expérience. Sur la personnalisation, nous on a notamment travaillé beaucoup avec Palais d'été et on a travaillé autour du conseil sur mesure du client sur un thé. Donc en gros, il y a un espace avec un thé sommelier qui à un moment, en fonction de ce que vous aimez, de votre humeur du moment, va vous conseiller un thé. Donc là, on est vraiment dans de la personnalisation, puis on est dans du commerce, avec effectivement quelqu'un qui, d'un point de vue relationnel, va s'occuper de vous et vous parler. Après, sur l'expérience en général, nous, on distingue 5 leviers chez MV. C'est l'expérience relationnelle. Donc, on en revient quand même aussi au basique d'un magasin. Quand un commerçant s'occupe bien de vous, vous conseille bien, c'est quand même ce qui fonctionne. Donc, relationnel. 2, l'expérience produit. J'en ai parlé un petit peu avec Palais d'été. 3, l'expérience lieu. Voilà, on a tous expérimenté des lieux, des magasins, des restaurants où on rentre et voilà, le lieu vous parle et tout de suite vous êtes embarqué par les matériaux, etc. L'expérience paiement. Vous prenez Decathlon et la façon dont juste vous posez vos affaires. Puis ça a été la grande promesse d'Amazon Go, même si c'est finalement un échec et qu'ils ont tous fermé. C'était incroyable ce magasin dans lequel on rentrait, on ressortait et il y avait l'expérience paiement était extraordinaire. Puis après l'expérience service. Donc en fait il y a pas mal de leviers sur lesquels travailler.
Et toute marque aujourd'hui, avant on refaisait des concepts de A à Z, et aujourd'hui il y a ce côté aussi un peu chirurgical. On va travailler un levier d'expérience pour transformer le magasin. Alors juste sur le levier d'expérience développement de communauté, vous revendiquez comme designer de relations et vous travaillez beaucoup les codes de l'hôtellerie, par exemple, appliqués au commerce. D'ailleurs, vous travaillez aussi sur des concepts d'hôtellerie. Mais... alors, effectivement, on se qualifie on s'appelle designer de relations. C'est parce que on croit beaucoup que le lieu et le lien, sont assez fondamentaux. Et c'est ce qu'on espère qu'à un moment le commerce va apporter. En plus de ce qu'on va trouver sur Internet, parce que, à nouveau, on achète tous aujourd'hui en ligne. Donc, à un moment, cette dimension de lien et de relation, elle est hyper importante. Et c'est vrai que les codes de l'hospitality vont petit à petit vraiment irriguer les concepts points de vente. L'année dernière, j'étais à New York. Voilà, quand vous visitez Starbucks Roastery, bon, c'est vraiment des lieux qui sont extraordinaires parce que vous avez évidemment un Starbucks en tant que tel, mais vous avez des grands fours avec une boulangerie, vous avez un bar à cocktail pour mélanger du café avec d'autres choses. Donc, vous savez plus très bien si vous êtes dans le lobby d'un hôtel, si vous êtes... bon. Et c'est vrai que tout ceci permet de créer des lieux hyper inspirants et qui deviennent vraiment des destinations où on vient vivre un moment et ça devient un lieu de visite. Donc c'est sûr que... Et aujourd'hui, l'hôtellerie, c'est probablement le secteur qui a le plus investi sur l'expérience et qui a le mieux compris ce qu'était l'expérience. Dans le commerce, ça se développe beaucoup, évidemment, dans le commerce haut de gamme, premium. Dans le commerce un peu plus discount, mass market, on est beaucoup sur le prix. On a un peu désinvesti l'expérience. Donc ça bouge, mais c'est là que les codes de l'hospitality, on les retrouve quand même pas partout dans le commerce. Alors, Margot m'a parlé d'une enseigne coréenne, donc je vais vous laisser en parler. C'est vraiment une enseigne très particulière, où là, justement, il y a le développement de communautés, ils ont leur fan club, etc. Et aussi, petit scoop, donc, cette enseigne va arriver l'année prochaine en France, donc vous allez aussi pouvoir la voir. Peut-être que Jean-François la connaît, qui connaît bien la Corée aussi. Mais allez-y, Margot. Alors, en effet, j'observe, moi, beaucoup les marques asiatiques, parce que j'ai vécu pas mal d'années en Chine. Et donc cette marque qui s'appelle Gentle Monster, ils vendent des lunettes, mais c'est une marque qui a démarré sur le digital, en e-commerce, et qui assez vite s'est mis à ouvrir des flagships. Et j'appelle ça des flagships parce que chaque boutique dans le monde est unique et différente. Elle a son propre univers ultra immersif, ultra théâtralisé. Et complètement, pas du tout en lien avec les lunettes. Enfin, celui un peu Star Absolument Wars pas. n'a rien à voir. Quand on ne connaît pas la marque et qu'on passe devant la boutique, on se demande si c'est une galerie d'art ou un cinéma, ou certaines, on a l'impression d'être arrivé sur Mars. Enfin, voilà. Je vous invite à aller regarder sur Google les photos des boutiques de cette marque. Chaque boutique est dingue. Et en fait, ce qui est génial, c'est de voir finalement leur fan club passer du temps dans ces boutiques. Passer du temps, elles sont grandes, elles font 200, 300 mètres carrés et elles ont peut-être 100, 150 références de lunettes, c'est pas énorme. Et la jeune génération qui est très, très embarquée dans cette marque, mais qui se passe du temps dedans, qui se prend en photo, qui s'amuse, qui consomme aussi, qui va acheter soit en boutique, soit en e-commerce, mais ils ont à la fois réussi à créer des lieux très surprenants et en même temps embarquer une communauté en ligne avec des influenceurs qui soutiennent la marque avec des partenariats. Et donc, ils vont arriver en France. Et c'est vrai que chacune de leurs boutiques étant tellement unique, les fans, les consommateurs les collectionnent. Et donc, il y a vraiment un côté un peu like Pokémon Go, où on va faire, si on voyage d'une ville à l'autre, de Londres à Los Angeles ou Séoul, on va aller voir la boutique Gentle Monster. Et ça amplifie la marque énormément. Margot, quand on a préparé la conférence, vous m'aviez parlé du fait que parmi la transformation des magasins, celle qui était vraiment fondamentale aussi, c'était quand le magasin servait un petit peu de laboratoire pour notamment optimiser les services en ligne. Donc là, on voit bien que le magasin est vraiment stratégique, mais comment est-ce que vous avez un exemple aussi à nous donner, comment est-ce que le magasin peut aider l'e-commerce ? Alors, j'ai en effet observé ça. Il y a pas mal d'exemples sur le marché où la technologie, finalement,
utilisé en retail peut nourrir et être complémentaire au e-commerce et permettre vraiment de générer plus de business ou en tout cas de faire des économies sur des pertes. Par exemple, Etam, depuis quelques années maintenant, Etam a étiqueté tous les produits avec des puces RFID sur l'étiquette carton. Donc ce sont des codes uniques qui leur permettent d'avoir des inventaires instantanés du stock disponible en boutique, qui leur permet de aussi gérer le vol ou autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un analytique de tous les produits qui vont être essayés en cabine, en boutique, et leurs statistiques, ils ont développé un schéma avec une décision qui est de dire que si un produit est essayé 7 fois en boutique mais n'est pas acheté, on le retire du e-commerce. Pourquoi ? Parce que la perte d'argent du e-commerce, c'est les retours clients. Puisque c'est offert, ça génère beaucoup de pertes. Et donc de se dire que si en boutique le produit a été mal perçu par les consommateurs, consommatrices, soit parce qu'il est mal taillé, soit parce qu'il a des défauts, soit parce que la collection ne plaît pas, on ne va pas prendre le risque de le laisser en e-commerce. Et donc c'est vraiment l'intelligence par la technologie qui permet d'éviter les pertes en e-commerce. Ça coûte tellement cher les retours d'ailleurs que des marques comme Zara les rendent payants maintenant. Donc on voit bien l'intérêt de faire ce genre de choses. Est-ce que vous avez un exemple, Philippe, aussi, d'enseigne qui travaille en fait avec un magasin laboratoire pour optimiser les services Internet ? Alors, c'est vrai que beaucoup d'enseignes aujourd'hui le font parce qu'avant, c'était vraiment des silos de vente très différenciés et maintenant, c'est beaucoup plus mélangé. Alors, je vais prendre un exemple un peu différent, mais c'est la façon dont, à un moment, les magasins vont venir aussi relayer ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux et la façon dont, finalement, on doit retrouver tout de suite en magasin ce qui se passe en ligne. Et quand il y a des influenceurs qui interviennent, etc., le fait à un moment de venir relayer, voilà. Et le magasin doit avoir le stock, parce que, il doit avoir le stock, il doit être au courant, il doit lui-même être connecté. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de parler du lien entre le réseau entre les réseaux sociaux et un magasin. Jean-François, tout à l'heure, là, on évoque le lien entre le magasin et l'e-commerce. Donc, on va toucher du doigt cette omnicanalité. C'est vrai que les commerçants, ceux dont vous nous avez fait partager les images, font un maximum d'efforts pour être le plus fluide possible entre le magasin, l'e-commerce, les réseaux sociaux. C'est vraiment une exigence d'ailleurs des consommateurs. 73% des consommateurs exigent une expérience cohérente entre les canaux physiques et digitaux. C'est le baromètre Locala du début d'année qui dit ça. Et quand l'omnicanal fonctionne, ça fonctionne même très bien. Donc là, je rebondis sur la stat que vous avez dit en entrée de jeu. C'est un peu plus de 50% des consommateurs qui, effectivement, dès qu'ils effectuent une recherche sur leur smartphone, vont 24 heures après l'acheter en boutique. Mais effectivement, il y a ce fameux effet drive to store, il y a cette cohérence entre les divers canaux, mais il y a aussi un problème de concurrence. Et parfois, la concurrence, elle est déloyale. Alors là, je vous laisse enfourcher votre dada. Un petit peu de polémique, la concurrence des plateformes chinoises. Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. Et je ne voudrais pas plomber, en effet, l'ambiance après tous ces beaux exemples qui nous ont été donnés. Nous, on est pour l'ensemble. Vous avez dit, on a une trentaine de fédérations qui adhèrent au CDCF. Donc, on n'oppose pas les commerces, la nature d'un commerce physique, e-commerce, centre commercial, ruralité, enfin tout ça font partie du CDCF. Ce qui nous ennuie, et on va donner quelques noms, ce sont les plateformes. Alors, la communication officielle, on dit les plateformes de e-commerce basées en dehors de l'Union européenne. Voilà, on va être très clair. Juste, je vais vous couper une seconde. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage dans l'assistance ? Qui va consommer sur les plateformes asiatiques chinoises ? C'est juste pour... moi, je lève la main, je l'ai déjà fait, donc pas de souci. On va peut-être les citer, comme ça donnera... Oui, je pense qu'on les connaît tous. Mais... Oui, donc c'est en particulier Chine et Temu. Et puis on pourrait rajouter TikTok Shop qui viennent de se lancer sur le e-commerce. Alors on n'a pas de problème, en effet, avec la concurrence entre les différents formats, à condition qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et c'est ça qui nous pose problème. Et on a fait un communiqué de presse la semaine dernière et un point presse, en effet, pour en parler.
Le problème, c'est qu'il y a un non-respect de la part de ces plateformes d'un certain nombre de réglementations et de lois. Par exemple, le Code du commerce, on n'a pas le droit d'utiliser le mot solde en dehors des périodes de solde. Les prix barrés doivent faire référence à des prix qui ont été pratiqués dans les 30 derniers jours, etc. Alors tout ça, c'est joyeusement ignoré sur les plateformes. On a également des problèmes de sécurité des produits qui ont été mis en vente sur ces plateformes, en particulier le jouet. Il y avait une étude qui disait que sur un certain nombre de jouets testés, 90% n'étaient pas conformes aux réglementations de sécurité. Alors après, ils les retirent, ils se donnent beau jeu. Le problème, c'est que l'objet est déjà arrivé, si c'est un jouet, vers l'enfant, avec un risque de sécurité. Donc tout ça, ce sont des problèmes que l'on remonte aux autorités, au pouvoir public français ou européen, puisqu'en ce qu'on demande, c'est tout simplement l'application des règlements et de la loi, et pour ce faire, qu'il y ait des contrôles qui soient effectués, notamment par la DGCCRF. Puis, dernier petit point, qui sont les droits de douane. Voilà, les droits de douane. Il faut savoir que pour des raisons historiques, les droits de douane, quand on rentre en Union européenne en dessous de 150 €, il n'y a pas de droit de douane, justement. Comme le colis moyen, c'est 22 €, en fait, tous ces colis arrivent d'Asie, et de Chine en particulier, sans payer de droits de douane, ce qui est une concurrence déloyale. Donc voilà, donc encore une fois, nous, on n'oppose pas les formes de commerce à partir du moment où il y a un respect par l'ensemble des parties des différents règlements. Alors, il y a vraiment une concurrence déloyale aussi, parce que comme vous pouvez le voir sur le salon, n'est-ce pas Florian, tous les exposants proposent des PLV, du mobilier, etc. Enfin, les commerçants investissent, payent un pas de porte, payent des impôts, etc. Voilà, il y a une fiscalité aussi qui n'est pas forcément avantageuse pour les commerçants physiques, contrairement à ces plateformes chinoises. Philippe, on a parlé du e-commerce. Le numérique se développe. Alors nous, on a un petit plafond de verre en France, mais aux États-Unis, si on regarde une verticale comme ça, j'ai regardé la beauté. Ça m'a frappé quand même. Je ne m'attendais pas à ce chiffre, mais l'année dernière, 43% des ventes totales de la beauté, donc pratiquement la moitié des ventes totales de la beauté aux États-Unis sont faites sur Internet. Là, on rigole un peu moins. Et pourtant, les Sephora, etc., sont quand même... voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'une des explications est que TikTok Shop est devenu un canal de vente important aux États-Unis. C'est le 8e canal de vente sur la beauté. Bon, TikTok Shop, Jean-François le rappelait, arrive en France dans 5 jours, enfin au mois d'avril. Voilà. Comment est-ce qu'on se prépare pour affronter cette concurrence? Comment est-ce que les boutiques peuvent résister? Là, si la moitié des ventes partent, c'est énorme. Alors, c'est sûr que, penser qu'on va les empêcher d'arriver, empêcher cette transformation des comportements d'achat, je pense que c'est totalement illusoire. Il faut plutôt l'accompagner et puis redonner une raison d'être au magasin. Je crois que vous parliez omnicanal. Regardez la plupart des grandes enseignes, l'omnicanal est traité de manière minable. Franchement, c'est un pauvre panneau click and collect qui en général a été rajouté au-dessus de la caisse. On ne sait pas très bien où on fait la queue. Enfin, le parcours omnicanal en magasin est hyper maltraité aujourd'hui. Donc déjà, à la base, j'espère que vous n'avez pas d'action chez Omnicanal ou voilà, je voudrais pas avoir de... Non mais c'est... Donc aujourd'hui, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment bien travailler ce parcours client. On parle d'expérience. Regardez une marque comme Cézanne, quand elle a créé les conciergeries, voilà, elle a tout de suite créé une expérience omnicanal, voilà, top class, quoi. Et aujourd'hui, je trouve que les magasins font pas ça. Donc la première chose à faire pour accompagner ce mouvement et finalement donner une raison d'être au magasin, d'être un canal privilégié je peux commander en ligne, essayer en magasin où le retour est facile. Si demain les retours commencent à être payants chez vous, faites un retour facile et gratuit en magasin. Donc je pense que c'est la première chose à faire, c'est vraiment de bien travailler ce parcours client, d'en faire une vraie expérience positive en magasin, alors qu'aujourd'hui c'est juste un parcours logistique et on a tous des expériences désastreuses dans plein de marques où entre le vendeur qui vous explique ah non mais ça vous l'avez acheté sur internet, c'est pas pareil. Bon, voilà. Donc ça je pense que c'est la première façon en tout cas de
d'accepter de mieux vendre en ligne et de faire du magasin un plus. Et la deuxième chose, et là je pense que c'est les centres commerciaux, il faut plus événementialiser le retail, il faut créer des moments où, voilà, nous on travaille beaucoup en ce moment avec le plus gros centre commercial en Belgique qui est à côté d'Anvers, qui s'appelle Weinigem, et c'est ils sont hyper forts en événementialisation du centre. Donc il se passe tout le temps des trucs, donc on drive du trafic, etc. Donc voilà, on parle beaucoup de faire du retail des lieux de vie. Eh ben, je pense que c'est aussi une des réponses aux achats online, c'est de redonner envie aux gens de venir. C'est pas toujours évident à l'échelle d'un magasin, mais à l'échelle d'un centre, ça l'est beaucoup plus. Voilà, donc pour moi, ce seraient les deux réponses sur cette question-là. Je vais passer la parole à Margot, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, vous avez certaines enseignes qui sont très très fortes. Je pense à Lego. Lego, les consommateurs peuvent rester 1 heure dans le magasin et ils achètent. Et ils choisissent leurs petites briques, etc. Et du sol au plafond, il y a des Lego. C'est très immersif, c'est très engageant. Les gens ne vont pas acheter leurs Lego sur Internet. Ils vont en magasin. Donc, on peut résister au e-commerce. Encore faut-il effectivement travailler ces nouvelles raisons d'être. Margot, tu as des exemples aussi ? Oui, je pense que Lego, c'est un très bon exemple. Pourquoi est-ce que Lego, qui pourtant il y a 20 ans était au bord de couler, marche aussi bien et aussi en boutique? C'est qu'ils ont complètement réinventé leur expérience boutique. Ils ont au cœur de ça un produit qui est fort, qui est exclusif chez eux. Enfin, ils ont créé quelque chose de très fort, entre autres avec les co-branding. C'est ce qui a permis de relancer la marque aussi, de s'associer à Star Wars ou à d'autres licences. Mais ils ont travaillé des expériences qui sont différentes dans chaque ville, dans chaque flagship où ils ont ouvert, qui sont ludiques, qui permettent d'engager le consommateur, où on peut faire des choses qu'on ne fait pas parce qu'on crée ces petits personnages, on a de la personnalisation, on a plein de choses qui se passent dans ces boutiques, on peut passer beaucoup de temps. Il y a vraiment cet angle-là qui est travaillé chez Lego. Et je pense qu'il y a les marques très fortes sur le marché sont celles qui, soit si elles ont développé leurs propres produits uniques, Lego, Ikea par exemple aussi, qui développent ses propres gammes et donc il y a une exclusivité parce qu'on ne peut pas acheter chez la concurrence. Donc créer des raisons de venir, et Ikea avec tout un tas de nouveaux outils qu'ils utilisent maintenant où je peux projeter, choisir un modèle projeté sur les murs dans une salle immersive en 3D, la cuisine aménagée pour me rendre compte à échelle 1:1 ce que ça donne. Ça, je peux le faire en boutique, je ne peux pas le faire chez moi. Donc elles ont su développer des raisons de se déplacer. Après, je pense à l'univers de la beauté. Oui, il y a la concurrence. Sephora va être concurrencé et déjà concurrencé par toutes les plateformes de cosmétiques, de make-up en ligne. Mais comment garder une raison de revenir? Alors, ils ont par le passé développé tous ces services de conseils, de make-up artistes sur place. Je pense que pour la nouvelle génération, celles qui ont 20 ans, qui ont 15-20 ans, qui ne vont pas être à l'aise d'aller parler à une vendeuse, il va falloir réinventer autre chose. Et ça passe par du gaming. On le voit beaucoup sur cette nouvelle génération. C'est tout un tas d'expériences nouvelles qui peuvent se créer, se travailler en boutique. Le gaming, l'univers food aussi. Nous, on a beaucoup de projets sur lesquels on est sur une destination vente et on crée des espaces de consommation sur place pour aussi faire vivre la marque autrement, faire passer un peu de temps sur place et vivre de manière beaucoup plus émotionnelle et sensorielle la marque. Par exemple, Valrhona, où on a créé un flagship. Donc Valrhona, qui est une marque B2B du chocolat, qui a voulu vraiment s'ouvrir au B2C avec un flagship, et on a créé un espace de présentation de la gamme de chocolat, mais aussi un espace barista avec des boissons à base de cacao. Alors moi, dans mon souvenir, il y avait Virgin aussi, où j'achetais mes CD, mes bouquins, et je pouvais consommer sur place. Bon, Virgin a fermé, mais c'est vrai que c'était déjà un peu des précurseurs. Jean-François, vous évoquiez parmi les défis auxquels sont confrontés les commerçants. Donc on a parlé du e-commerce, de la concurrence déloyale, mais il y a aussi le défi de la transition écologique. Ça a un coût. Comment est-ce que les commerçants peuvent continuer d'exercer malgré ces difficultés?
En effet, la transition écologique, et en particulier la transition énergétique, a un coût pour les commerçants, puisqu'il y a un certain nombre de réglementations qui s'imposent aux magasins ou aux centres commerciaux. En particulier, l'obligation de mettre, alors il y a tout un tas de critères sur le mètre carré, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de mettre des ombrières avec des panneaux photovoltaïques, de mettre des bornes de recharge sur les parkings, de végétaliser les parkings selon des règles, qui sont d'ailleurs parfois des injonctions contradictoires. La réglementation vient de différents ministères, ils ne se parlent pas forcément entre eux, donc des fois on a des injonctions contradictoires. Mais enfin, quand on fait la somme de tout ça, on l'a fait dans le cadre du CNC, donc le Conseil national du commerce, on arrive à 35 milliards d'euros jusqu'en 2030, l'investissement qui est nécessaire pour répondre à ces obligations, sachant que, comme je l'ai dit, comme il y a des injonctions contradictoires, on arrivera de toute façon pas à tout faire. Mais enfin, on n'est pas en train de parler d'une petite somme, 35 milliards d'euros, c'est beaucoup, même si c'est échelonné sur 5 ou 6 ans. Donc ça, c'est en effet un des défis que le commerce a devant lui. Alors, il y en a d'autres. Je ne sais pas si je développe les autres. Alors, je veux bien, mais c'est vrai que là, du coup, on se rend bien compte que c'est un commerce, c'est une contrainte sur le commerce physique encore. C'est une contrainte sur le commerce physique, en effet. On ne va pas mettre des ombrières sur un site internet. Donc, en général, c'est voilà. Très compliqué. Ça, dans les grandes tendances, c'en est une, avec un impact en effet sur les investissements et donc sur de l'argent qui est mobilisé qui pourrait aller ailleurs. Bon, on n'est pas contre l'objectif, on n'est pas climato-sceptique ou quoi que ce soit, on dit juste qu'il y a un chiffrage que l'on estime à 30 et 35 milliards d'euros. Après, dans les grandes évolutions sociétales, il y en a une qui est importante, c'est l'évolution de la démographie. Alors, on n'y peut rien, c'est quelque chose qu'on subit, mais la composition de la population aujourd'hui n'est pas la même qu'hier et ne sera pas la même que demain. C'est moins de jeunes et plus de vieux si on synthétise. C'est des familles monoparentales, même si ça existe depuis pas mal de temps, mais il y en a de plus en plus. Donc ce sont des évolutions qui vont forcément impacter la manière de commercer. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc il y a la transition énergétique, écologique, la démographie, et ensuite tout ce qui est la transition numérique. Donc on a parlé du e-commerce, je ne vais pas y revenir, mais ça a été évoqué par vous. Il y a également toutes les nouvelles technologies sur les moyens de paiement. Donc si un vendeur de vélo, pour rester dans l'univers du sport, peut aller jusqu'à la vente, pas simplement conseiller le produit, mais aller jusqu'à la vente, il va falloir repenser le schéma du magasin, le parcours client, et il va falloir aussi renforcer la formation de ces conseillers de vente pour aller jusqu'à la vente. Jusque-là, ils conseillaient simplement jusqu'au produit maintenant. Donc ce sont des impacts assez importants. Puis évidemment, le dernier impact, mais je n'ai pas la réponse, c'est quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur le commerce. Il y en aura un, je ne sais pas lequel il sera sûrement en marketing, il sera sûrement en logistique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas mal de séminaires qui se déroulent en ce moment pour réfléchir aux conséquences de l'intelligence artificielle sur le commerce. Mais aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour dessiner des tendances. Alors, c'est ma question de fin, donc on posera la question. Je sais que Margot avait déjà une petite réponse. Florian, je rebondis sur la transition écologique. On va rester dans le vert. L'une des thématiques du salon, c'est la durabilité. Comment est-ce que ça s'exprime sur les stands ou dans les conférences ? Eh bien, vous allez le voir en découvrant les stands. Je voulais juste ajouter un point sur les canaux de distribution. Pardon. On a parlé des commerces de proximité, des artisans, on a parlé de l'hôtellerie, on a parlé des magasins sélectifs, mais il y en a un qui marche très très bien sur le web, c'est la grande distribution, qui est très présente, où en fait le cœur du sujet c'est le shopper. On a tous le même shopper. Et dans l'hôtellerie, on va s'inspirer dans la grande distribution de mettre en scène nos produits, les magasins Nike, enfin on a un terrain de jeu qui est assez incroyable, vous le voyez, vous le découvrez à chaque fois dans vos hypermarchés, magasins de proximité. Et là, c'est important puisque des lois sont heureusement qu'il y a des lois, les législateurs en font, ils y vont à fond les ballons. Et on a une nouvelle loi typiquement qui est arrivée le 1er janvier 2025, la loi emballage industriel et commerciaux. C'est-à-dire que c'est l'obligation pour les marques d'aller collecter tout leur emballage, mais en l'occurrence aussi la PLV, tout ce qui est carton, bois, métal. C'est la loi. Voilà. Donc si on ne le fait pas, on est hors la loi. Et là, c'est une vraie contrainte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des acteurs ici, vous découvrirez l'éco-conception, bien sûr. Alors tout le monde en parle, c'était un mot un peu marketing il y a encore quelques années. Mais maintenant, c'est du réel. On utilise des logiciels comme ShopScore avec EVA, où c'est vraiment, on va, dès le départ, le premier coup de crayon, c'est de se dire c'est quoi la fin de vie de ce mobilier. Il faut que les magasins comme les commerçants ou la grande distribution ou l'hôtellerie, à la fin de vie
des mobiliers de PLV, de la publicité sur le vente, c'est qu'est-ce que j'en fais? Aujourd'hui, on a un droit à la destruction. On fabriquait, on livrait et c'est jeté. Et on ne sait pas où. C'est grosso modo 100 000 tonnes de PLV jetées par an. C'est énorme. Donc là, aujourd'hui, ça y est, les acteurs, depuis quelques années, se sont mobilisés. Shop est là aussi pour ça. C'est pour accompagner le savoir-faire un peu auprès de nos clients. Donc c'est important. Et vous découvrirez sur les stands l'éco-conception. Et aujourd'hui, c'est comment on va aller collecter. Parce que la loi est là et les marques sont bien concernées. Je pense que ceux qui peuvent nous accompagner, ce sont justement les marques des produits de grande consommation, des PGC. Si eux peuvent vraiment faire bouger les choses, même face à l'Internet. Et je crois qu'il ne faut pas les mettre en, comme vous le disiez, il ne faut pas les confronter. On va tous, on parlait des applis chinoises, mais il y a aussi Amazon, on adore Amazon. Ça crée du business additionnel, du chiffre d'affaires additionnel pour les commerces de proximité. Enfin, tout ça se met en place, c'est plutôt assez efficace, quoi. Je peux me permettre, Amazon respecte les règles, ce qui n'est pas le cas des plateformes chinoises. Oui, pardon, on parlait des règles tout à l'heure, oui, mais alors après, on est bien d'accord, pardon. Et je crois, alors pour finir sur l'aspect durabilité, il y a une conférence qui doit être très intéressante aussi, donc je vous l'annonce, sur le Green Deal européen et la PLV. Donc là, on aura un petit peu tous les... Oui, il va y avoir que des éclaircissements. Enfin voilà, toute la semaine, il y a des conférences. Il y en a une très bien aussi demain après-midi, pardon. Sur cette fameuse loi sur l'éco-emballage avec le président de Citeo Pro. Enfin, il va se passer des choses. On va avoir un beau salon, en tout cas une belle journée aussi, ça c'est certain. Philippe, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais quand on parlait durabilité, transition écologique, bref, moi j'étais à fond, le magasin il devient vertueux, il est green. Et votre réponse n'était pas super emballante. Alors, je vais quand même d'abord parler des aspects positifs, mais c'est vrai qu'il y a 3, 4, 5 ans, et encore plus en sortant du Covid, tous les briefs qui arrivaient des enseignes étaient très très marqués engagement RSE. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Cela étant, puisqu'on parle des raisons d'être, regardez par exemple le travail qu'a fait une enseigne comme Darty sur le choix durable. Moi, je trouve ça vraiment remarquable. En fait, ils ont analysé via leur SAV quelles étaient les marques et quels étaient notamment les produits qui étaient les plus faciles à réparer, qui étaient faciles à démonter, avec une mise à disposition des pièces détachées au long cours. Et ils ont comme ça défini quels étaient dans chaque catégorie, grille-pain, ordinateur et tout, quels étaient les choix durables. Donc le produit sur lequel vous savez que vous allez pouvoir le faire réparer facilement, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une façon à un moment de la part d'un distributeur de valoriser le choix durable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on sent que c'est un peu moins la préoccupation que ça n'a été. En fait, les distributeurs sont pour beaucoup obsédés par le prix. Voilà, donc il y a sur ces aspects RSE un peu moins de... Voilà. En revanche, un effet positif de tout ça, nous, quand on retravaille des magasins, c'est qu'on est aussi dans l'allongement de la durée de vie d'un concept magasin. C'est-à-dire qu'avant, vous refaisiez un concept magasin, vous jetiez tout, et puis vous pétiez le sol, vous jetiez le mobilier, et puis vous repartiez from scratch. Et aujourd'hui, en fait, on valorise énormément. Nous, en plus, on est Bicorp, donc c'est un peu un sujet qui nous intéresse beaucoup. On travaille beaucoup le réemploi. Donc en fait, on va analyser l'existant, et puis on va se dire qu'est-ce qu'on peut garder. Et ensuite, sur quoi est-ce qu'on investit en revanche pour vraiment créer de la nouveauté, etc. Et une autre notion qu'on aime bien dans notre travail de design, c'est l'obsolescence esthétique. Vous connaissez l'obsolescence programmée avec les produits. Et donc nous, on raisonne obsolescence esthétique. C'est vrai que quand vous choisissez un sol très marqué, si vous devez répéter le sol quelques années après parce qu'il est ringard, c'est compliqué parce que c'est lourd, ça coûte cher, évidemment ça coûte cher, c'est des déchets, etc. Donc le fait de se dire qu'il y a des éléments très structurants, très lourds en termes de déchets et d'impact environnemental sur lesquels on va travailler des solutions un peu plus intemporelles, c'est une notion intéressante. Et en parallèle, sur des sujets plus graphiques ou des marqueurs plus ponctuels, là vous pouvez apporter beaucoup de nouveautés, des choses plus tendances. Voilà. Donc c'est vrai que dans la façon dont on approche les magasins aujourd'hui, et cette notion de réemploi et cette notion de différencier ce qui a un impact environnemental lourd, si je dois le refaire régulièrement, et ce qui est en revanche facile à changer facilement, voilà. Donc malgré tout, il y a encore quand même, c'est un sujet quand même qui nous anime beaucoup.
Alors, je crois que 56% du mobilier était réutilisé pour le concept de Kiabi, par Ouais, exemple. exactement. En fait, on a travaillé avec eux, puis on s'est dit à un moment, en fait, les muraux de Kiabi, est-ce que vous avez besoin de les changer? Ben non, pas vraiment, mais ça aurait été pas mal de les customiser. Donc, en fait, on est venu les customiser, on est venu réhabiller avec des éléments graphiques légers, simples. Pareil sur les portants, etc. Là, en ce moment, on travaille pour une enseigne de chaussures qui a des tables de mise en avant. Elles sont toutes un peu pareilles, mais on va juste retravailler les plateaux. On va venir réhabiller des éléments existants ou conserver ce qui a besoin d'être. Et en revanche, l'argent que vous ne dépensez pas là, vous allez en dépenser une partie sur des éléments qui vont être très visibles et très marquants. Donc c'est un design plus chirurgical qu'avant, où on essaye d'être... mais à nouveau, on repart de l'existant en se disant je vais allonger la durée de vie du concept en favorisant le réemploi. Et vous avez une notion, parce qu'ils ont le sens de la formule chez Philippe, vous parlez de retail staging. Oui, là, on est entre Stéphane Plaza, dont on n'a plus trop le droit de parler, Valérie Damido ou d'autres, mais c'était ce truc qui nous a beaucoup amusé à la télé, de voir qu'avec 7 000 euros, il redonnait un peu de fraîcheur à un appart qui n'était pas forcément glorieux au départ. C'est un peu la même chose qui est arrivée dans le retail, c'est qu'à un moment, quand vous avez de moins en moins de capex, quelles sont les solutions qu'on trouve? Et donc effectivement, cette notion de retail staging, elle existe beaucoup. Le fait d'essayer de trouver des moyens à un moment de faire basculer. Là, par exemple, on travaille dans la restauration et sur un des concepts qu'on a travaillé, on leur a proposé de travailler toute une intervention graphique assez forte sur un mural en leur disant ça, on va pouvoir le changer tous les ans ou tous les 2 ans, et donc vous allez donner un petit coup de neuf à vos restaurants, vous allez pouvoir redonner une raison de venir, de se prendre en photo, diffuser ça sur Instagram, etc. Et ça coûte pas très cher. Donc effectivement, c'est ça le retail staging, c'est de la mise en scène ponctuelle d'espace en dépensant pas trop de sous. Alors Margot, je sais que vous avez aussi toute une analyse en fait sur comment aider les commerçants à retravailler leur concept sans que ça leur coûte trop cher, le fameux coût au mètre carré. C'est vrai que dans cette même lignée d'éco-conception et au-delà du réemploi, quand on travaille nos concepts, on a envie de les faire, de les rendre évolutifs pour éviter d'avoir à déjà casser tout le réseau ou refaire un concept tous les 5 ou 7 ans. Et on va avoir vraiment une réflexion smart design au démarrage du projet sur la façon dont on va conceptualiser le merch, le mobilier, tous nos points d'expérience, dans une logique de mobilier très agile, de choses qui s'emboîtent, de choses qui se déplacent, qui se réadaptent et qui permettent de faire vivre le magasin au cours des saisons sur l'année, mais aussi d'année en année. Et donc de ramener ces briques d'expérience ou ces éléments de mobilier sur des concepts, sur un réseau de boutiques existant. Donc on vient rajouter certains éléments, mais on leur donne dans leur conception cette agilité, cette possibilité de modularité. Donc on va être plutôt sur du mobilier assemblé que collé, et on va être sur une logique de beaucoup de mobilité et beaucoup de flexibilité, et ça on le pense très en amont dans nos concepts pour que ensuite la marque prenne la main dessus et les retailers, chaque gestionnaire de boutique puisse opérer. Et il y a aussi cette notion de magasin pilote, c'est-à-dire qu'avant on faisait tout le réseau, d'un coup là non, on test and learn. Exactement, c'est vrai qu'on a... quand on travaille un nouveau concept pour une marque, on aime explorer énormément d'idées en programmation, et on va créer un lieu, un flagship qui va nous permettre d'exprimer toutes ces idées, toutes ces expériences de marque. Et ensuite, on va faire du test and learn et on va prendre certaines briques qu'on va pouvoir développer sur le réseau. Et on est beaucoup moins dans une logique de réseau avec 150 boutiques qui sont toutes les mêmes, mais plutôt dans une logique de flagship qui sont des destinations d'expérience, et ensuite des réseaux relais qui vont plutôt être des points de relais de distribution au plus proche du consommateur sur un niveau national par exemple. Mais les flagships restent des destinations beaucoup plus émotionnelles et sensorielles. J'ai une dernière question et après je laisserai les conclure. Philippe, on parle de magasins expérientiels, de magasins donc serviciels aussi.
Alors, bien sûr, il y a les services qu'on peut qualifier d'écologiques, de réemploi, etc., de seconde main, mais il y a cette notion de service tout court, en fait, d'utilité pour le shopper que nous sommes. Là, dernièrement, il y a Franprix qui, je ne sais pas si vous avez entendu, qui a mis un pressing en magasin. Le but de Franprix, c'est OK, je vends des produits, peut-être un petit peu moins du fait de la concurrence, etc. Du coup, je vais vendre un maximum de services. Il y a cette notion-là, il y a un raisonnement économique derrière. Comment est-ce qu'on fait vendre du service en magasin ? C'est vrai que la plupart des enseignes avec lesquelles on travaille, elles nous disent qu'elles anticipent la baisse des volumes et donc la baisse du nombre de produits qu'elles vendaient avant. Donc il y a le fait de se dire si je vends moins de produits en quantité, il y a peut-être des produits qu'il faut que je vende plusieurs fois. Donc c'est le principe de l'allocation et Kiabi a beaucoup développé ça. En tout cas, essaye de développer ça. Vous avez la marque Rent the Runaway aux États-Unis qui loue des tenues de cérémonie, des robes de cocktail, etc. Donc à un moment, je vends moins de produits, mais il y a peut-être des produits, comme je vais les louer ou que je vais faire de la seconde main, en fait, je vais les vendre plusieurs fois. Ça, c'est un premier sujet. Puis après, vous avez effectivement, notamment dans les services, à nouveau, je vais citer Darty, ce qu'a fait Dartymax en vendant finalement un abonnement et un service de réparation. C'est pour moi vraiment une masterclass de ce que peut faire le retail. Enfin, tout le monde rêve de vendre de l'abonnement, c'est quand même le truc, voilà. Mais dans le retail, c'est compliqué. Récurrent. Et Dartymax, moi j'ai travaillé sur le sujet avec eux il y a 3-4 ans. Ils avaient 200 000 abonnés. Ils ont dépassé le million il y a 1 an. Donc ils doivent être à 1,3 million, 1,4 million. Et donc le principe, c'est qu'en fait, vous payez chaque mois et derrière, vous serez garanti, enfin vous avez une assurance réparation si votre produit a un problème. Donc ils ont réussi finalement à utiliser leur force du SAV pour vendre un service. Et donc ils savent qu'à un moment, ils vont vendre de moins en moins de produits neufs. Ils doivent vendre un peu plus de produits de seconde main et puis vendre du service. Et c'est ce qu'ils font notamment avec ce service de réparation. Enfin voilà, là c'est assez extraordinaire à voir si dans tous les business c'est possible, mais cette notion de service, effectivement, elle doit venir remplacer de toute façon une baisse de la consommation en volume qui est assez inéluctable. Jean-François, les commerçants que vous nous avez présentés en affiche, ils sont au service de leurs clients plus que jamais. Il y a vraiment cette notion, alors peut-être plus les commerçants de proximité encore, mais on essaye. Franprix, c'est un commerçant de proximité d'ailleurs. Oui, tout à fait. De toute façon, il faut que l'acte, ça a été dit, que le magasin physique ne soit pas simplement le lieu d'une transaction. C'est-à-dire, je viens, j'achète, je repars. Ça, ça peut marcher pour les packs d'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup de rêves derrière un pack d'eau, mais enfin globalement, c'est pas quelque chose. Il faut que l'expérience magasin. On va le faire en drive maintenant. Oui, non, mais le drive est une réponse aussi à ça, parce qu'acheter un pack d'eau dans un magasin, c'est pas folichon. En revanche, on va simplifier cet achat par du drive. Donc ça a été fait il y a quelques années déjà. Donc même le pack d'eau, en effet, c'est un bon exemple. Donc il faut que l'expérience, il faut que le magasin physique, comme je disais, en plus, quand un client vient en magasin physique, il a déjà potentiellement fait un certain nombre de recherches sur Internet. Donc il faut que l'expérience et la raison de venue dans un magasin physique soient réelles. On parlait tout à l'heure avec les images qu'on projetait. Il faut que le commerçant soit un expert, il faut qu'il sache répondre aux questions, il faut qu'il donne confiance, il faut qu'il réassure, etc. Donc c'est comme ça, à mon avis, que le magasin physique continuera d'exister. Margot, est-ce que tu as un exemple aussi, un concept hyper serviciel à nous exposer, ou est-ce que tu as des guidelines à donner à tous ceux qui sont là ? Je dirais que d'un côté, oui, les vendeurs, les commerçants doivent être ambassadeurs de leur marque. Ce qui fera revenir, c'est la relation client, la relation humaine. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a quand même, il y a un coût de ce personnel. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui doivent se faire en autonomie dans les points de vente. Et donc il faut par la technologie ou par des expériences qui ait une possibilité de navigation et donc d'accompagner et de créer tout un tas de choses qui peuvent se passer en point de vente qui créent de la préférence. Et pour moi, c'est beaucoup au final, on revient au cœur du sujet, c'est les marques. Enfin, tout le travail de branding que va créer une marque qui fait qu'elle est désirable, qu'on a envie de venir ici plutôt qu'ailleurs, qui fait
que l'expérience ensuite de tout ce qui va se passer en magasin va créer de l'amplification. Mais c'est les marques fortes d'abord. Alors, on a fait un petit peu le tour des questions que j'avais à poser aux experts sur le commerce expérientiel et les nouvelles raisons d'être du commerce. Est-ce que vous avez des questions précisément? Profitez-en. Oui. J'avais une question sur votre avis sur le digital signage et le sound design en tant que solution d'expérience client en magasin. Quel est votre avis? Est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui dans vos flagships sur lesquels vous travaillez? Voilà. Tout ce qui est digital signage. Écran, avec du contenu de marque, voilà, du sound design, avec une programmation musicale spécifique au magasin. Alors oui, bien sûr. En fait, tout ce qui va nous permettre d'augmenter l'expérience sensorielle, donc le son, on parle d'odeur aussi, on parle d'ambiance acoustique, tout ça, ça se travaille. Et donc les écrans, c'est tout ce qui va être lumineux, l'éclairage d'abord, et ensuite les écrans, si on veut travailler du contenu, si on veut travailler des passerelles vers le digital. Sur le concept Nike, on s'en sert beaucoup pour aller vers la communauté, vers l'écosystème dans l'app, mais aussi dans les réseaux sociaux. Donc c'est un moyen de converser avec les consommateurs et ou quelquefois d'engager vraiment directement sur des passerelles réseaux sociaux. Sur d'autres projets qu'on a pu mener aussi, on se sert des écrans pour soit pour mettre en avant des collaborations ou chez Valrhona par exemple. L'ambition de la boutique était aussi de mettre en avant des jeunes chefs pâtissiers d'un peu partout en France sur ce point de vente parisien, ce flagship. Et donc on a à la fois un guest, une collab par mois avec une collection de produits, de gâteaux qui sont en vente exclusivement dans cette boutique, et en même temps tout un contenu digital qui vient accompagner présenter ce jeune chef et lui donner l'occasion d'être présent à Paris. Donc il y a tout un tas d'usages qui sont possibles. On pense à de la personnalisation aussi. On a des boutiques où on a travaillé beaucoup l'univers gifting, et donc ça passe par une petite borne où on peut écrire un petit message sur un ruban, sur un coffret cadeau. Donc voilà, il y a énormément d'usages. Évidemment que ça fait partie de la réflexion qu'on peut avoir dans la création d'un concept. Oui, non, je vais faire un peu la même réponse, hein, mais c'est sûr que quand on parle d'expérience, on parle de sens, et quand on parle de sens, il y a les 5 sens, donc forcément, ce qu'on va entendre à un moment dans un magasin, il faut que la playlist, elle colle quand même avec l'ambiance que vous voulez, voilà, et vous n'allez pas proposer la même ambiance chez Oh My Cream et chez Leclerc, forcément. Donc oui, et il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, avec lesquelles on travaille régulièrement pour proposer des signatures sonores. Et puis sur la partie, le retail média est quelque chose aussi qui se développe énormément. Il y a du trafic en magasin, donc il y a des écrans qui servent à diffuser. Voilà. De toute façon, il faut des images en magasin. Et on est dans un monde où la vidéo, etc., a pris tellement de place que ne pas en avoir en magasin, c'est aussi un souci. Donc il en faut. Après, il y a quand même encore un problème, je trouve, de maintenance et d'entretien de ces écrans en magasin qui fait que de temps en temps, les enseignes ne sont pas assez bien structurées. Mais oui, c'est vraiment indispensable. Et puis, fut un temps où vous aviez plein de magasins qui étaient... il y avait une abondance de panneaux, de machins entre la dernière opération, la communication, le truc. Donc, les écrans permettent aussi à un moment de gérer les contenus, de les diffuser de manière plus ciblée, voilà, sans tartiner les magasins. Donc, c'est indispensable. Ça fait partie effectivement des choses sur lesquelles, qu'on intègre totalement. Ouais. Et si je peux rajouter, dans l'univers du sport aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans la notion d'autonomie du parcours client, Nike a développé ça, mais pas mal d'enseignes de sport le font, où je peux prendre un produit qui a une puce RFID, je le pose sur une table et sur un écran, j'ai de la compréhension sur ce produit, à quoi va servir cette chaussure, si c'est plutôt du running ou autre chose, si ma taille est en stock en boutique, et je peux en un clic sur l'écran digital en boutique demander à ce qu'on m'apporte ma pointure.
Donc il y a aussi une facilitation de l'expérience quand il n'y a pas assez de personnel en boutique. Après, juste un point quand même sur les écrans. Le grand paradoxe, après, c'est les économies d'énergie. C'est-à-dire que vous rentrez, la semaine dernière, j'ai fait tous les magasins de sport des Champs. Ça dégueule d'images, ça dégueule d'écran, etc. Et après, vous parlez avec vos clients Centreco qui vous disent bah, moi, d'un côté, il faut que je réduise mon impact, et de l'autre côté, quand je fais rentrer le dernier Adidas ou le dernier Nike, c'est vrai qu'il y a. Ça donne des magasins spectaculaires. Mais là, on est quand même dans une contradiction qui est pas évidente à. Voilà. Mais les marques de sport, puisque tu parlais des marques de sport, Margot, elles adorent ça, quoi. Enfin, à nouveau, de toute façon, sur les champs, il n'y a plus que des flagships de sport, en gros. Merci les JO. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis la sneakerisation du marché, même si là, on a quand même encore pas mal de non-sneakers. Mais là, en revanche, il n'y a plus que ça. Donc sur la partie écologique, c'est pas évident parce que vous vous rendez compte qu'en gros, avant de compenser l'impact d'un écran, il faudrait des années de PLV papier. Donc l'écran impacte est moins bon pour la planète que le PLV papier. Mais bon. Mais après, si je peux juste rajouter. De l'e-paper. Exactement. Parce que justement, c'est une des solutions pour réduire l'impact. Alors, c'est très bien sur notamment les étiquettes électroniques. On l'utilise beaucoup sur tout ce qui est étiquetage électronique. Je vais parler grande distribution, les fruits et légumes et tout. Après, j'ai pas encore vu de solution aussi convaincante qu'un écran LED sur de la diffusion d'images, de sport, de beauté, etc. Donc, mais ça peut. De toute façon, tout ce qui va à un moment permettre de diffuser des images, de changer des contenus et de baisser la consommation d'énergie, c'est forcément une solution d'avenir. Moi, ce que je veux quand même rajouter sur l'avantage des écrans et du contenu, c'est qu'on peut avoir une synchronisation immédiate sur un réseau entier de 400 boutiques versus devoir changer une vitrine ou du contenu papier dans chaque boutique, s'assurer que chaque gestionnaire de sa boutique est bien mis au bon endroit, les bons éléments, que c'est la bonne campagne en même temps. Là, en synchronisation, en instantané, on peut avoir tout et on peut être ultra réactif sur une tendance des réseaux sociaux, par exemple. L'IA permet d'écouter la dernière tendance, le produit qu'on veut pousser parce qu'il y a eu un buzz quelque part. En instantané, je peux avoir une mise en avant de ce produit de ma gamme dans toutes les boutiques. Donc, c'est vraiment ce côté-là ultra agile qui est l'avantage du digital. Alors juste aussi une dernière chose, c'est tout ça, ça a des coûts. Donc on parle des flagships sur les Champs-Élysées, on parle des grands magasins hyper sophistiqués où on met beaucoup d'argent. Mais quand on veut faire un déploiement dans la grande distribution en hypermarché ou dans 400 points de vente, là je vous rejoins, c'est les failles techniques. Et puis une fois que c'est lancé, c'est quelques semaines, quelques mois après, c'est le coût du changement du contenu. Il faut aussi animer le contenu, donc c'est assez compliqué. Donc la réponse c'est oui, utilisons le digital, et effectivement au niveau planète c'est compliqué, ça balance de l'énergie. Mais c'est vrai qu'au niveau contenu, vous prenez les marques de sport ou de beauté, vous avez des contenus qui sont extraordinaires, parce que les marques sont ultra puissantes, qu'elles ont des icônes dans tous les sens, des sportives, des actrices, etc. Donc pour le coup, vous avez les contenus. Quand vous allez dans la grande distrib, c'est un peu plus compliqué, parce que refaire le contenu de Jacques qui élève ses vaches mais les marques dans de le Brac, sport ont beaucoup d'argent et c'est comme ça qu'elles dépensent leur budget marketing. Et chaque point de vente, il y a aussi des coûts pour les sportifs, pour toutes ces choses-là. Donc attention au point de vente, l'écran, il faut le mettre au bon endroit, au bon moment. Et le digital, le tactile, depuis le Covid, ça a aussi un peu arrêté tous les écrans au point de vente. Plus envie forcément de toucher un écran. On l'a vu après Covid exactement, mais après Covid, on a chez McDonald's, il y avait quelqu'un qui nettoyait l'écran. Ça fonctionne très bien, les bornes tactiles chez McDo, KFC. Et effectivement, on a le smartphone aujourd'hui, on passe notre vie avec notre smartphone. C'est le complément de notre bras. Et effectivement, on a vu réapparaître, alors qu'on ne l'utilisait pas du tout, le QR code. Ça, c'est un truc assez magique. Mais il faut que ce QR code, il nous rende un peu plus intelligents. Voilà, moi, c'est comme ça que comme ça, chez Shop, on va l'utiliser. C'est une fois que j'ai scanné ce QR code, il faut que j'apprenne quelque chose. Si ça m'emmène sur un site internet ou si ça m'envoie sur une vidéo d'un Teddy Riner, bon, ok. Il faut qu'il m'arrive quelque chose. Voilà.
Alors, là, on arrive juste à la fin de la conférence. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Sinon, moi, je vais conclure. Pour finir sur les écrans, quand même, en tant que journaliste spécialisé retail, il y a beaucoup moins d'écrans qu'avant dans les magasins. Ça, c'est un fait. Alors, ce n'est pas anti-écran du tout, parce qu'il y a vraiment un besoin de retail média, donc de trouver des relais de croissance dans la publicité. Et donc, les magasins mettent des écrans aussi pour ça. Mais le retail média, ça fonctionne aussi avec leurs affiches, les autres stratégies de communication. Donc il n'y a pas que des écrans et il y a aussi le phénomène de fatigue. Tout simplement, le shopper, je n'ai plus le nombre en tête, mais on est saturé de messages publicitaires. Vous avez des écrans partout et on est toujours sur écran. Du coup, on est fatigué par les écrans. Ça, c'est prouvé scientifiquement. On est moins réceptif aussi aux écrans. Donc, il y a un dosage à avoir. Il y a aussi peut-être moins d'écrans et aussi savoir où les diffuser. Et bien doser cette stratégie de diffusion des écrans dans les magasins. Et les enseignes qui cartonnent aujourd'hui ne sont pas celles où il y a le plus d'écrans, clairement. Donc, il y a vraiment un enjeu, un dosage. Je pense que c'est plus un dosage à avoir sur les écrans. Je voulais vous remercier sinon à vous d'abord d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cette conférence vous aura donné envie d'explorer de nouvelles approches et je vous souhaite plein de belles expériences sur ce salon. Merci.